Fréquence ESJ. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 20h l'invité. Chaque semaine de 20h à 21h, nous décortiquons l'actualité politique en présence de ceux qui la vivent et la font au quotidien. Et ce soir, nous sommes avec Pierre-Henri Dumont. Bonsoir Pierre-Henri Dumont. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député Les Républicains de la 7e circonscription du Pas-de-Calais. Et tout au long de l'émission, nous reviendrons entre autres sur votre parcours avec Camille Garcette et Bastien Cochet. Nous nous concentrerons ensuite sur l'actualité politique avec vous et l'équipe de 20h l'invité. L'international avec la situation en Algérie et celle du Brexit, mais aussi les élections européennes dont le premier tour du scrutin aura lieu le 26 mai prochain. Nous y reviendrons avec Yanis Darras et Hugo Franceschi. Nous parlerons également de l'acte 17 des Gilets jaunes avec Yanis Darras, des manifestations qui continuent dans tout le pays. Et enfin, nous terminerons l'émission comme chaque mardi avec l'agenda de la semaine dressé par Bastien Cochet. 20h l'invité, c'est avant tout vous tous qui nous écoutez. Vous pouvez poser vos questions à Pierre-Henri Dumont et réagir à l'émission sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ et directement sur notre page Facebook. 20h l'invité avec Pierre-Henri Dumont, c'est en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ et ça commence maintenant. Fréquence ESJ. Et justement pour vous apprendre à vous connaître un petit peu plus, Pierre-Henri Dumont, notamment pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est Camille Garcette qui est avec nous en studio. Bonsoir Camille. Bonsoir Antoine, bonsoir Pierre-Henri Dumont. Bonsoir. Et Camille Garcette dresse votre portrait et le dresse à sa manière. On vous écoute Camille. Homme politique français, député du Nord-Pas-de-Calais, fait partie des Républicains. Et oui, comme quoi il en reste quelques-uns. Sorti de Sciences Po d'une belle promo, veut redresser le niveau. Ouais, adieu Sarko, les jeunes la fraîcheur, enfin le renouveau. Vous avez la recette, il manque plus que le gâteau. Une ascension à une vitesse folle, pour ambition d'aller dans la métropole. Élu maire puis député, on vous a vu dans l'assemblée, toujours en train d'élever la voix, tacler pour peser le plus de poids, des prises de position. Et parfois, sur l'immigration, vous êtes sans foi. Sur les quotas, vos mots valent de l'or. Pour le nombre, on est d'accord, mais que veut dire le type de personne? Oh, mon détecteur de racisme sonne. Près d'humour par Mediapart, pour une phrase pas très démocrate. 2 points, ouvrez les guillemets. Pour bien accueillir, il faut bien expulser. Mais qu'est-ce que... pour bien accueillir, il faut bien expulser. Enfin bref. Revenons à nos moutons avec monsieur Pierre-Henri Dumont. Ce soir, dans 20h l'invité, près d'humour, donc j'espère rigoler. Merci. Camille Garcette qui a donc dressé ici votre portrait, Pierre-Henri Dumont. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre aussi bien sur la forme que sur le fond? Non, mais sur la forme, beaucoup de talent, hein, c'est bien, faut vous encourager à continuer. Sur le fond, peut-être expliquer la phrase. Oui, bien, voilà. La recontextualiser. Pour bien accueillir, il faut bien expulser, c'est très simple. On parle des demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile, il y en a à peu près 122 000 qui ont déposé l'asile en 2018 en France. Et normalement, le principe, c'est qu'un demandeur d'asile, on l'accueille dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, pour l'héberger le temps de sa demande. Ça évite qu'il soit sous les ponts, ça évite qu'il soit dans la rue, ça évite qu'il soit aussi aux mains des passeurs, des mafias et des réseaux qui n'ont pas forcément des bonnes idées derrière la tête. Particulièrement chez moi. Et donc justement, ces CADA, ces centres d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'intérieur de ces CADA, on a 40% de personnes qui n'ont rien à y faire, qui sont des personnes qui ont déjà été déboutées de leur demande et qui sont arrivées au bout de l'ensemble des process, dont le passage devant le juge de la Cour nationale du droit d'asile, qui ont reçu une obligation de quitter le territoire français et qui n'ont pas été renvoyés dans leur pays. Et ces gens-là prennent la place dans ces centres d'hébergement pour les demandeurs d'asile, à des vrais demandeurs d'asile, qui eux sont obligés de dormir sous les ponts. Voilà pourquoi, et je continue de le marteler, pour bien accueillir ces demandeurs d'asile, il faut bien expulser ceux dont la justice... Le contexte de la phrase, voilà. Vous me connaissez Antoine, j'aime bien m'amuser à prendre exactement, les belles citations. Je sais que mis de côté, pour présenter comme ça peut faire un peu étonnant, mais... C'était effectivement très important de pouvoir recontextualiser ça. Merci en tout cas Camille Garcette, merci Pierre-Henri Dumont. Fréquence ESJ. Alors Pierre-Henri Dumont, avant de revenir un petit peu sur votre parcours avec Bastien Cochet, nous avons une tradition dans cette émission, c'est le mot du jour, un mot qui a marqué l'actualité du jour, sur lequel nous aimerions revenir quelques instants avec vous. Et le mot qu'on a choisi aujourd'hui, c'est plutôt un nom propre qui a été choisi, c'est celui de Mehdi Nemmouche. Le djihadiste français a été reconnu coupable de 4 assassinats terroristes commis en 2014 à Bruxelles. La cour d'assises de la capitale belge l'a condamné au début de nuit à la réclusion à perpétuité pour des actes commis donc le 24 mai 2014 au musée juif de Belgique. Le deuxième accusé du procès, Nasser Brender, dont le jury avait estimé la semaine dernière contre l'avis du ministère public qu'il était bien co-auteur des faits, a été condamné pour sa part à 15 ans de prison. Ces peines non susceptibles d'appel sont assorties d'une mise à la
disposition du tribunal d'application des peines de 15 ans pour Nedine Mouche et de 5 ans pour Nasser Bender. Lors de la dernière journée de ce procès fleuve, commencé le 10 janvier, le principal accusé est resté impassible et s'est contenté de lâcher « la vie continue ». 3 mots prononcés avec un sourire en coin qui ont heurté et résonné comme une ultime provocation à destination des magistrats et des parties civiles. Nedine Mouche n'aura donc jusqu'au bout rien dit, rien livré sur ses contacts, ses motivations et ses éventuels commanditaires, ou sur ceux qui, à en croire sa défense, l'auraient piégé, des services secrets iraniens ou libanais qui l'auraient utilisé à son insu pour des assassinats ciblés de prétendus agents israéliens. Pierre-Henri Dumont, tout ça pour dire aujourd'hui que les faits remontent à maintenant 5 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on est à l'abri d'événements comme ceux de Nedine Mouche ou d'autres qu'on a pu voir en France et en Belgique aujourd'hui en termes de sécurité? Malheureusement, l'actualité récente prouve que nous ne sommes à l'abri de rien. Les services de renseignement français font un travail remarquable pour préserver la vie de nos citoyens, éviter qu'il y ait des nouveaux attentats. Malheureusement, on n'est jamais à l'abri d'actes comme on a pu le voir à Strasbourg lors du marché de Noël, à Paris l'année dernière. Je fais partie d'une génération, nous faisons tous partie d'une génération où malheureusement on a appris à vivre avec des attentats, avec la menace d'attentats, et on a pu voir que ces attentats ne frappaient pas que les grandes métropoles, frappent aussi nos villes, nos villages dans les campagnes, dans les ruralités. C'était le cas à Trèbes il y a de ça 1 an avec le sacrifice du lieutenant-colonel Beltrame et les décès des clients du Super U, et donc les assassinats d'ailleurs plutôt que des décès. Et donc non, on n'est pas à l'abri, nos services de renseignement font tout pour éviter ces drames. Maintenant, les propos qui ont été tenus par Nedine Mouche prouvent bien que la difficulté de déradicaliser une personne est immense. Est-ce que c'est faisable? Moi, j'ai tendance à croire que c'est très difficile, voire impossible de déradicaliser une personne, ce qui pose derrière la question du rapatriement des djihadistes français qui sont en Irak et en Syrie, et ce pourquoi on est absolument opposé au sein des Républicains à les rapatrier. Ça justement, on y reviendra en fin d'émission avec Anis Darras. Merci Pierre-Henri Dumont. Fréquence ESJ. Pierre-Henri Dumont, Camille Garcette l'expliquait il y a quelques instants dans son portrait. Vous avez été maire, vous êtes aujourd'hui député de la 7e circonscription du Pas-de-Calais. On va y revenir justement sur votre parcours puisque Bastien Cochet a quelques questions à vous poser à ce sujet. Bonsoir Bastien. Bonsoir Antoine, bonsoir Pierre-Henri Dumont. Bonsoir. Donc on va revenir sur votre parcours. Vous êtes donc né le 7 octobre 1987 à Grande-Synthe, donc une ville de la banlieue de Dunkerque. Exactement. Et vous avez étudié notamment au lycée Saint-Pierre de Calais, qui est je crois un lycée évangélique. Privé. C'est un lycée privé, oui. Oui. Comme le nom Saint-Pierre l'indique. C'est ça. Et je me demandais, est-ce que la spiritualité a une place importante chez vous, ou c'était simplement une manière d'éviter l'enseignement public qui peut-être ne vous convenait pas? C'est pas moi qui ai choisi, vous savez, quand on a 12-13 ans, c'est plus les parents qui choisissent l'éducation des enfants. En tout cas, moi je sais que j'ai reçu une éducation qui m'a permis de pouvoir m'élever, pouvoir faire ensuite, vous allez peut-être le dire, des études à Paris, à Sciences Po, ce qui n'est pas gagné quand on est un enfant de Calais qui a grandi à Calais, qui a grandi à Marc-en-Calaisie. Je te donne une anecdote, mais quand j'étais encore lycéen, je devais être en première ou en terminale, je suis allé voir le CEO pour l'orientation, et quand j'ai dit que je voulais faire Sciences Po, parce que j'avais ça comme idée dans la tête, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je savais que c'était les études les plus générales, qui permettaient donc de pouvoir... Donc déjà très jeune, vous saviez... Très jeune non, mais à l'âge de 16-17 ans. Et quand je dis que je voulais faire Sciences Po, le CEO m'a dit vous voulez donc aller en fac de sciences politiques à Boulogne-sur-Mer? Je fais non, je veux aller à l'école Sciences Po. Ah oui, mais Lille, vous savez, c'est loin. Non, c'est pas Sciences Po Lille que je veux faire, c'est Sciences Po Paris. Et là, cri d'orfraie de la conseillère, mais jamais personne de Calais n'a été à Paris, vous imaginez. Donc c'est une idée, je sais pas, faudrait demander à mes parents pourquoi ils ont fait ce choix-là, mais ce que je sais, c'est que ce choix m'a permis de pouvoir ensuite rentrer à Sciences Po Paris, ce qui est une fois plus pas gagné quand on est un gamin qui grandit à Calais avec toutes les difficultés sociales et économiques. Mais donc la spiritualité, ça n'a pas une place plus importante que ça pour vous dans votre enfance? Si vous voulez, moi on n'avait pas de messe, tous les jours, même pas toutes les semaines. J'ai fait ma communion, je suis baptisé, je suis pas poussé jusqu'à la confirmation. Je suis de racines chrétiennes, catholiques. Je suis pas quelqu'un qui va être beaucoup à la messe. J'y vais de temps en temps quand j'ai le temps. Je vais au baptême, mariage. Mais je crois peut-être qu'il y a une chose au-dessus, mais c'est quand même assez indéfini. Vous réussissez donc le concours d'entrée à Sciences Po, on l'a dit, et vous partez ensuite en stage aux États-Unis avec votre cursus dans le cabinet de la femme politique américaine Caroline McCarthy. Alors déjà, pourquoi choisir d'aller aux États-Unis et pas dans un autre pays? Et pourquoi cette femme politique? Est-ce que c'est un peu un coup du hasard, ou il y avait une réelle conviction derrière? Alors pourquoi les États-Unis? Parce que je voulais absolument perfectionner mon anglais.
Je voulais absolument être bilingue anglais, je l'étais pas totalement à l'époque, bien qu'habitant Calais. Et je voulais pas aller en Grande-Bretagne parce que la Grande-Bretagne c'est à 35 km de chez moi, donc on voit les côtes de la Grande-Bretagne depuis la plage de Calais, donc l'intérêt était assez limité. Je voulais vraiment partir, couper, parce que c'est le but de la 3e année de Sciences Po à l'étranger. Donc j'avais fait le choix, on fait des vœux, j'avais fait des vœux aux États-Unis, des vœux en Australie. J'étais sélectionné dans une fac à Johns Hopkins à Baltimore, qui est un de mes premiers choix. Et dans ce cursus, dans la fac, il y avait une possibilité de faire 6 mois de stage au Congrès américain, mais il fallait qu'on trouve le stage. Donc du coup, j'ai, petit français que j'étais, sans aucun contact là-bas, envoyé des CV à une multitude de sénateurs et de représentants de la Chambre. Donc c'était plutôt du hasard. C'était donc du hasard. D'accord. Mais qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience du coup ? Déjà, je suis devenu bilingue, ce qui est déjà un avantage assez important. Et puis surtout, c'est comprendre la démocratie américaine, une des plus grandes démocraties du monde, la façon dont les États-Unis fonctionnent également, d'un point de vue géostratégique, international, leur ambition de puissance, voire même de superpuissance, unique superpuissance actuellement. C'est un modèle que vous affectionnez, sur lequel vous voudriez prendre exemple ? Alors non, il n'y a pas d'exemple à prendre, mais je pense que chaque pays a ses avantages, ses inconvénients. Chaque pays aussi a ses racines extrêmement profondes. Les États-Unis ont des racines extrêmement profondes dans la question de la liberté, parce que quand les pèlerins sont partis de Royaume-Uni, d'Irlande vers les États-Unis, c'est aussi pour cette question de liberté. Donc ça reste dans les racines des pays. Donc c'est important pour comprendre la mentalité de ces pays, c'est important de pouvoir y vivre, de pouvoir passer quelques temps là-bas. Et puis ça me sert surtout maintenant, étant moi-même parlementaire, ayant été assistant parlementaire également en France, j'ai pu constater la différence de moyens entre une vraie démocratie qui est celle des États-Unis, une vraie démocratie parlementaire, et une démocratie parlementaire balbutiante en France, où les moyens qui sont alloués aux parlementaires, je ne parle pas des salaires des députés, je parle des moyens en termes de staff, n'ont rien à voir, et qui fait que les députés français en réalité n'ont très peu de pouvoir pour contrecarrer l'administration, contrecarrer les cabinets ministériels et donc les grandes forces politiques. Justement, vous avez rejoint l'équipe du médiateur de la République Jean-Paul Delevoye, ensuite le cabinet d'Armogum Parsu-Ramen, pardon. C'est ça. Et ensuite vous avez été vous avez été collaborateur parlementaire de Charles Anginesi, donc beaucoup d'expérience. Lequel de ces hommes politiques vous aura le plus apporté finalement ? Tous un petit peu. Avec celui avec lequel j'ai plus travaillé, c'est Charles Anginesi, député des Alpes-Maritimes, qui était député d'une partie Nice et des montagnes derrière. Et voilà, c'est quelqu'un, parce qu'il est toujours là, il est président du conseil départemental des Alpes-Maritimes maintenant. C'est une personne qui a montré son enracinement local, son attachement à son territoire, et qui m'a fait comprendre surtout que la politique, c'était avant tout des hommes, des femmes, et c'était faire en sorte de réussir à changer la vie des gens, parce que c'est pas un député qui était très connu à l'époque. Maintenant il est très connu chez lui forcément parce qu'il est président du département, mais pas connu nationalement. Mais il m'a vraiment montré qu'on n'avait pas besoin de faire des plateaux télé pour faire changer la vie des gens. Ouais, je pense que c'est ça le plus important. Ensuite, en 2010, vous vous engagez donc chez les Jeunes Populaires, donc les jeunes de l'UMP. Pourquoi avoir choisi l'UMP et pas un autre parti à cette époque ? Et pourquoi relativement tard, puisque à l'époque vous avez 23 ans pour vous engager ? Alors non, je me suis engagé. Ma première carte, je l'ai prise à 16 ans. Dès l'âge où on pouvait adhérer aux Jeunes Populaires, c'était l'époque de... Mais en tout cas, un engagement plus actif. J'ai gravi les échelons au fur et à mesure, c'est-à-dire que quand je prends ma première carte, je termine mes études au lycée à Calais. C'est le moment du référendum sur la Constitution européenne, j'avais 17 ans à l'époque. Pourquoi l'UMP à ce moment-là ? Pourquoi l'UMP ? Parce que je comprenais pas le pourquoi du vote des jeunes sur ce référendum sur la Constitution. Donc je me suis un peu renseigné. C'est là où j'ai découvert Nicolas Sarkozy. C'est la période de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, avec des propositions extrêmement fortes, des débats extrêmement marquants contre Jean-Marie Le Pen, contre Tariq Ramadan. Et bon, c'est peut-être une époque que vous n'avez pas connue, mais en tout cas, dans les années 2000. Voilà, pour moi, en tant que jeune gamin de 17 ans, devant ma télé, c'est quelque chose qui frappe, une énergie, une volonté, un dynamisme extrêmement important. Et donc je me suis renseigné, puis j'ai trouvé que les valeurs qu'il défendait, c'était plutôt pas mal. Et comme j'ai pas envie d'aller dans une cabine téléphonique, j'ai pas beaucoup de choix, c'était donc les Républicains, l'UMP à l'époque. Et donc du coup j'ai rejoint l'UMP en
2005, 2006. Et puis après, j'ai gravi petit à petit les échelons. Je me suis retrouvé en 2010 au Bureau national des jeunes. Mais j'avais déjà une vie militante à coller des affiches tractées que j'ai continué ensuite et que je continue d'ailleurs toujours aujourd'hui. Merci en tout cas Bastien Cochet, merci Pierre-Henri Dumont. Merci. Fréquence ESJ. Fréquence ESJ 20h15, nous sommes toujours en direct dans 20h l'invité. Dans quelques instants, nous serons toujours avec notre invité Pierre-Henri Dumont, député de la 7e circonscription du Pas-de-Calais. Nous partirons un petit peu à l'international, en Algérie et au Royaume-Uni. Nous reviendrons sur les manifestations qui ont lieu actuellement en Algérie et sur la situation du Brexit avec Yanis Darras et Bastien Cochet. Tout ça c'est dans quelques instants, juste après Electric Guest, This Head Has Pole. Fréquence ESJ. De retour dans 20h l'invité en direct sur Fréquence ESJ jusqu'à 21h, toujours avec Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains de la 7e circonscription du Pas-de-Calais. On part maintenant en Algérie où après plusieurs jours de manifestations, le pays entre dans une nouvelle ère et on fait le point avec vous Pierre-Henri Dumont et avec Yanis Darras. Bonsoir Yanis. Bonsoir Antoine, bonsoir Pierre-Henri Dumont. Bonsoir. Première question, est-ce que vous êtes satisfait de l'annonce d'Abdelaziz Bouteflika qui a annoncé ne pas se représenter ? J'ai pas à être satisfait ou non satisfait. Je pense que c'est pas le rôle des parlementaires d'un pays de commenter la politique interne d'un autre pays. Le process des élections, il faut s'assurer que les élections qui auront lieu quand on aura la date, puisque les élections pour l'instant ont été reportées, se passent le mieux possible, qu'il n'y ait pas de suspicion de fraude et que le peuple algérien qui a manifesté en très grand nombre puisse choisir sereinement le prochain président de la République. Aujourd'hui, la vraie question c'est l'après Bouteflika. Quel rôle peut jouer la France justement dans cet après Bouteflika ? La France a toujours une relation particulière avec l'Algérie. C'est pas cliché de le dire, c'est une réalité. C'est une ancienne colonie. C'est une ancienne colonie, c'est un ancien département surtout, avec une décolonisation qui s'est faite dans des heurts assez violents, une guerre avec toujours des questions sur les harkis, sur une forte communauté algérienne toujours présente en France, et aussi des Français toujours présents en Algérie. Donc on a cette relation particulière. Il est absolument primordial de veiller à ne pas enflammer la situation par des propos hasardeux de la part du chef de l'État, des différents ministres ou des principaux responsables. Est-ce que pour des vous partis ces liens politiques. ils sont vraiment indestructibles, on va dire ça comme ça, puisque la France et l'Algérie ont quand même un passif assez important, une histoire commune. Donc est-ce qu'aujourd'hui la France elle peut vraiment intervenir au sein de l'Algérie, en tout cas pour les aider à passer l'après Abdelaziz Bouteflika ? C'est pas à la France d'intervenir directement en Algérie. Si le pouvoir algérien qui est issu des urnes demande à la France une expertise, une aide sur un quelconque domaine, pourquoi pas. Des entreprises françaises travaillent en Algérie, il y a du business qui se fait des deux côtés de la Méditerranée dans un sens et dans l'autre. Donc c'est dans cela que la France... Justement, c'est pas une chance pour nos entreprises aussi de pouvoir enfin s'expatrier un petit peu plus en Afrique du Nord ? Ça peut être une chance, ça peut également être un défi parce que faut pas oublier les conditions d'accession au pouvoir de Abdelaziz Bouteflika, début des années 90, des vagues d'attentats extrêmement sanglantes en Algérie, un islamisme qui peut exister. On se souvient que la principale résultante de ces vagues d'attentats en début des années 90 a été ensuite en France aussi des vagues d'attentats. Donc il y a un point de vigilance extrêmement important à avoir. Est-ce que vous craignez justement une nouvelle ère d'attentats en Algérie qui pourrait à terme peut-être revenir en France ? On le craint, je crois qu'on le craint tous. Il y a pas de débat là-dessus. On aspire tous à ce que chaque pays du monde vive en paix, sans attentats. Maintenant, on sait qu'il y a un contexte particulier. L'histoire prouve qu'il y a un contexte particulier également. Et donc, c'est pour ça que la transition doit se faire de façon la plus efficace, sereine possible. Une fois plus que le résultat des urnes soit conforme aux souhaits des Algériens. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi, maintenant, s'il y a une nouvelle ère d'instabilité en Algérie, à une nouvelle vague, justement, d'immigration de la part des Algériens vers l'Europe ? C'est ce qui a été présenté dans une note du Quai d'Orsay. Une note du Quai d'Orsay d'il y a quelques années a expliqué qu'en effet, parmi les différents pays qui risquaient d'être déstabilisés s'il y avait une démission, une disparition, un décès du chef de l'État, l'Algérie en faisait partie et qu'il pouvait y avoir potentiellement des vagues d'immigration extrêmement importantes. Alors, il n'est pas question de commencer à dire qu'on va supprimer les visas, comme certains ont pu le dire, ou qu'il faut renvoyer une population d'origine algérienne qui est aujourd'hui en France, en Algérie. Je pense que c'était relation d'État mature à État mature. L'Algérie est indépendante depuis plus de 50 ans maintenant. Et ce printemps arabe peut-être
à rallonge ou à ce nouveau printemps arabe qui n'a pas existé en Algérie au début des années 2010. C'est peut-être maintenant qu'il se déroule. Mais si aujourd'hui les Algériens sont sortis dans la rue, c'est avant tout parce qu'ils n'ont pas de travail. Quand même 40% des jeunes n'ont pas d'emploi. Donc est-ce qu'on peut vraiment faire face à une nouvelle vague d'immigration justement ? Il faudra prendre, dans ces cas-là, si on s'aperçoit qu'il y a des difficultés de ce point de vue-là, il faudra prendre des décisions à ce moment-là. Mais ça sert à rien de prendre des décisions avant que on constate des faits concrets. Donc aujourd'hui on est dans l'attente, le gouvernement français ne doit être que dans l'attente pour l'instant. Il y a des mesures à prendre qui sont des mesures de faire en sorte que par exemple tous les Algériens en France puissent voter, ceux qui ont la société algérienne puissent voter à ces élections, de faire en sorte de se préparer potentiellement à trouver des accords avec l'Algérie pour éviter ces vagues migratoires. C'est pas un gros mot, hein. Par exemple, l'Espagne a des accords avec le Maroc pour éviter les vagues migratoires qui viennent du Maroc en Espagne, des rapatriements et des retours de migrants qui franchissent illégalement les frontières espagnoles. Donc ça sont des choses qu'on peut faire et qu'on commence déjà à faire. Il y a des accords bilatéraux qui ont été signés, des discussions qui sont en cours. Donc c'est un travail au long cours, mais je pense qu'il faut vraiment pas imaginez que ça va être tout de suite le chaos si Bouteflika part. Voilà. Il y a une menace, il y a des questions qui se posent parce que c'est parfaitement légitime. Le FLN est au pouvoir depuis l'indépendance. Que va-t-il se passer ensuite ? Qui sera candidat ? Combien de temps Abdelaziz Bouteflika va-t-il encore rester président ? Parce qu'on sait que les élections ont été reportées, on sait qu'il ne fera pas un nouveau mandat, mais on ne sait pas combien de temps va durer. On ne peut pas forcément parler d'intérim, mais le prolongement de ce mandat présidentiel jusqu'à la tenue des prochaines élections, je pense que les incertitudes sont encore trop nombreuses pour tirer des conclusions hâtives. Merci Pierre-Henri Dumont, merci Yanis Darras. Fréquence ESJ. Toujours en direct dans 20h l'invité, retour en Europe alors que l'Union Européenne et le Royaume-Uni se dirigent vers un Brexit sans accord. La gestion des frontières entre la France et l'Angleterre pose question. Depuis une semaine, les douaniers français font une grève du zèle pour montrer qu'ils ont besoin de moyens supplémentaires afin d'assurer les contrôles. On voit ça avec vous, Pierre-Henri Dumont, et avec Hugo Franceschi. Bonsoir Hugo. Bonsoir Antoine, bonsoir Pierre-Henri Dumont. Bonsoir. Aujourd'hui en France, est-ce qu'on est prêt pour le Brexit ? Ça dépend qui vous posez la question. Par exemple là pour la frontière. Si vous posez la question à la ministre des Affaires européennes, elle vous dira oui. Si vous me posez la question, je vous dirai non. C'est des points que j'avais soulevés en hémicycle devant. Pourquoi on n'est pas prêt ? On n'est pas prêt parce qu'on n'a jamais cru au Brexit. Parce qu'on n'a jamais cru d'une part au Brexit, puis surtout un Brexit sans accord vers lequel on se dirige de façon assez dangereuse. On verra le résultat du vote ce soir qui a priori sera négatif. On verra si demain il y a un vote en faveur d'un délai demandé par les députés et par donc le gouvernement britannique à l'Union Européenne pour la sortie, mais c'est un délai de quelques semaines. La réalité c'est qu'on a laissé les... Pour vous, il faut laisser un délai supplémentaire pour continuer à négocier ce Brexit. C'est ce que Michel Barnier, qui est négociateur représentant de l'Union Européenne, a demandé. Theresa May l'a demandé aussi, la première ministre. Oui, mais la question c'est pourquoi ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si l'accord, si le délai qui est demandé, c'est un délai pour dire qu'il faut qu'on trouve une solution au problème irlandais, alors que ça fait 2 ans qu'on se casse la tête et qu'on trouve pas de solution, c'est quand même un peu compliqué. D'autant plus qu'on a une échéance qui sont les élections européennes, et où au moment des élections européennes, d'ici le 1er juillet, la prise de fonction du nouveau Parlement européen, il ne peut pas y avoir de députés britanniques dans l'hémicycle. Mais par exemple, et donc ça veut dire que les Britanniques devront obligatoirement être sortis, d'après les textes en vigueur, être sortis de l'Union Européenne d'ici le 1er juillet. Donc du coup pour vous c'est ce problème, certes il y a le problème de la frontière avec l'Irlande, c'est les problèmes on va dire qui sont internes au Royaume-Uni, mais nous on a quand même un problème, c'est aujourd'hui cette frontière au niveau de la Manche où quand même cette grève du zèle a montré que voilà les contrôles qui vont être mis en place vont considérablement retarder le commerce, les échanges touristiques. Ça dépend quel type de contrôle vous demandez. Parce que là, il y a la mise en place d'une frontière intelligente par le gouvernement. Oui, mais je connais bien le sujet. Je suis le député du tunnel sous la Manche et du port de Calais, donc je maîtrise le sujet. Voilà. Et donc, ça dépend du type de contrôle que vous demandez. Aujourd'hui, on contrôle environ 3% des camions qui passent la frontière. Si ce chiffre reste le même, 3% des camions, ça fera pas trop de sujets. On va arriver à absorber les flux. D'une façon ou d'une autre, les flux seront absorbés. Par contre, si on décide demain, parce que les normes vont de plus en plus diverger, qu'il faut contrôler 10, 15 ou 20% des camions, c'est là où on va avoir des problèmes. C'est ce qui se passe actuellement. Quand on parle de grève du zèle de la part des douaniers, c'est qu'ils contrôlent plus de camions et de marchandises que ce qu'on leur demande généralement de contrôler. Mais la réalité, c'est que si demain on doit contrôler 100% des camions, oui, il y aura des bouchons jusqu'à Paris. Ouais, eux, ils prétendent, donc les syndicats, donc l'intersyndicale CFDT, CGT, FO et UNSA, déclarent que eux, ils pratiquent des contrôles, c'est ceux qui seront mis en place au moment du Brexit. Mais pour
pour vous. Est-ce que aujourd'hui les moyens mis en place par le gouvernement français sont suffisants ? Ah non, ils sont grandement insuffisants. Ce que je vous disais tout à l'heure quand vous avez posé la question, le nombre de douaniers n'est pas suffisant. Le nombre de douaniers n'est pas suffisant. On a quelques centaines de douaniers supplémentaires qui ont été portés, et surtout, il faut bien comprendre que ce sont les gestionnaires des infrastructures qui ont dû créer eux-mêmes les infrastructures, c'est-à-dire que c'est Eurotunnel qui a dû créer sur ses propres deniers les zones de dédouanement pour les camions, que c'est le port de Calais qui a dû créer sur son emprise foncière les zones, et que l'État ne les a pas aidés. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire ? Dans ces cas-là, il fallait se préparer avant, il fallait que le gouvernement se réveille quand on les interpellait. Par exemple, je vais vous donner un exemple extrêmement concret. On a des questions sur les vétérinaires, parce que on prend une viande, ou on prend un poisson qui est pêché en Écosse, qui descend le long du Royaume-Uni, qui vient se faire transformer en aliment fini à Boulogne-sur-Mer, et repart ensuite au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'il a passé 2 fois la frontière. Pour ça, il faut des contrôles vétérinaires. On n'a pas le choix. Parce qu'en plus, maintenant, on devient frontière extérieure de l'Union, donc on doit contrôler ce qui rentre, principalement ce qui rentre, pas forcément ce qui sort, mais plutôt ce qui rentre. Et donc, à partir de là, j'ai posé la question au ministre Didier Guillaume de l'Agriculture en décembre dernier, c'est pas très vieux, c'est il y a 3 mois. Je lui demandais le nombre de vétérinaires nécessaires pour faire ces contrôles. Il était incapable de me donner le chiffre. Donc pour vous, les effectifs sont insuffisants et le gouvernement n'est pas capable de... C'est juste que le gouvernement n'a jamais cru à un Brexit dur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc du coup, aujourd'hui, on essaye de ramer pour rattraper le retard. Est-ce que ce sera suffisant ? Moi, je pense qu'on va réussir... Mais par exemple, ce que demande l'intersyndicale... Je pense qu'on va réussir à fluidifier la frontière. Pourquoi ? Parce que les contrôles qui seront demandés seront des contrôles qui seront demandés à hauteur de 3 ou 5%. Mais que si demain on demande des contrôles à 10, 15, comme je disais l'heure, ou 20 ou 50%, on n'aura pas une frontière fluide. Donc comme les niveaux de contrôle qui seront demandés sont des niveaux extrêmement bas, du coup évidemment que ça passera. Et quand par exemple l'intersyndicale demande une prime pour justement les douaniers qui travaillent sur la frontière, ou même d'avoir une allocation complémentaire de fonction, est-ce que vous êtes d'accord avec ces revendications ? Est-ce que pour vous il faut accepter ces revendications syndicales ? Il faut être parfaitement lucide. La grève du zèle des douaniers, c'est aussi un moyen pour eux de faire passer des revendications dans un moment où il est extrêmement compliqué, dû à cette incertitude, de savoir ce que sera demain le Brexit. Et donc du coup... Alors justement, à 17 jours du Brexit, les députés britanniques viennent de rejeter à nouveau massivement l'accord de divorce. Du coup, la seule solution pour le Royaume-Uni aujourd'hui, c'est de rester dans l'Union Européenne quelques mois supplémentaires, le temps de trouver un arrangement interne. Demain, il y a un nouveau vote. Le nouveau vote demain, c'est de savoir si le Royaume-Uni demande un délai de quelques semaines à l'Union Européenne. Ensuite, les 27 chefs d'État devront décider si oui ou non ils acceptent ce délai. A priori, si les Britanniques le demandent, ils auront ce délai supplémentaire. Maintenant, je rappelle que sans accord, s'il n'y a pas de deal, donc il y a un no deal, ce vers quoi on se dirige, c'est passage en force ? Non, c'est pas un passage en force. C'est une rupture dure qui va se faire. C'est une rupture sèche. C'est-à-dire que, alors que quand on a un deal, on a une période de transition de 21 mois renouvelable une fois, c'est-à-dire qu'on a les mêmes normes et on reste dans une sorte d'union douanière où on a le temps d'imaginer les process. S'il n'y a pas d'accord, on se retrouvera du jour au lendemain, soit le 29 mars à minuit, soit s'il y a un délai qui est demandé quelques semaines plus tard, on se retrouvera avec une Union européenne qui agit avec le Royaume-Uni comme un pays tiers, c'est-à-dire comme avec l'Azerbaïdjan ou avec, même pas avec la Corée du Sud, parce qu'on a des accords commerciaux avec eux. Mais aujourd'hui, du coup, on peut négocier avec le gouvernement de Theresa May un accord ou pas ? Vous pensez que c'est possible avec ce gouvernement-là ? Non, mais de toute façon, Theresa May, depuis le début du Brexit, cherche à gagner du temps. Vous avez bien compris sa stratégie. La stratégie de Theresa May, c'est qu'elle reste au pouvoir. Ils se sont trompés, les Britanniques, avec ce vote ? C'est pas à moi de le dire. Ils ont eu des mauvais arguments sur la campagne. Si vous vous souvenez bien, il y avait des grands panneaux qui étaient dans les rues de Londres avec on va pouvoir refinancer la sécurité sociale britannique. Nigel Farage, qui était le chef de l'UKIP, le parti qui vivait uniquement pour le Brexit et la sortie du Royaume-Uni, dès le lendemain du vote, il s'est cassé. C'est-à-dire qu'il est parti, il a quitté la vie politique britannique et il a dit maintenant j'ai obtenu mon truc, vous vous débrouillez tout seul, c'est parfaitement irresponsable. Et donc on voit bien que les arguments qui étaient utilisés étaient des arguments qui étaient extrêmement fallacieux. Et c'est pas à moi de dire si c'est une erreur ou pas. Moi je considère que
le choix qui a été fait n'est pas le bon pour l'économie de mon territoire et que l'économie de mon territoire du Calaisis bénéficierait plus à avoir un Royaume-Uni qui reste au minimum dans une union douanière que sur un Brexit dur, et l'ensemble de l'économie européenne et britannique bénéficierait évidemment à avoir les normes les plus convergentes possibles plutôt que des normes divergentes. Je vous donnais un exemple, si demain on... Rapidement. Si demain on change d'heure et que le Royaume-Uni décide et l'Europe décide de son côté d'être à 2 heures de décalage horaire, qu'est-ce qu'on fait pour les liaisons maritimes, ferroviaires, aériennes, des choses toutes bêtes quoi. Merci Pierre-Henri Dumont, merci Hugo Franceschi. Fréquence ESJ. Fréquence ESJ 20h32, on est toujours en direct dans 20h l'invité comme tous les mardis de 20h à 21h. Dans quelques instants, retour en France, même si on restera toujours à travers le prisme européen puisque nous parlerons des élections européennes, toujours avec Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains de la 7e circonscription du Pas-de-Calais, avec notre équipe Hugo Franceschi et Yanis Darras. Et dans quelques instants, juste après Kaigo et Happy Now. Fréquence ESJ. Vous êtes bien en direct sur Fréquence ESJ dans la 3e partie de 20h l'invité. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes avec le député Les Républicains de la 7e circonscription du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont. Et avec lui, nous allons aborder les élections européennes qui auront lieu dans un petit peu plus de 2 mois. Et les derniers sondages estiment que La République En Marche et le Rassemblement National arriveraient en tête du scrutin. Les autres partis seraient en revanche nettement distancés. On en parle avec vous, Pierre-Henri Dumont, et avec Hugo Franceschi. Pierre-Henri Dumont, aujourd'hui, quand on est en 11 points derrière La République En Marche, est-ce que on y croit encore à cette victoire pour les européennes? Vous savez, j'ai été élu maire d'une commune qui avait jamais été à droite de son histoire. J'étais élu conseiller départemental d'un canton qui avait très rarement été à droite de son histoire. J'étais élu député d'une circonscription qui, hormis dans la vague 93, n'avait jamais été à droite de son histoire dans la 5e République. Après, les Républicains ont rarement dans l'histoire été crédités de 13% dans les sondages. C'est absolument faux. Prenez Nicolas Sarkozy quand il était tête de liste des élections européennes, c'est le score qu'on a fait aux élections européennes. Et ça l'a pas empêché, alors que c'était en 99, d'être président de la République moins de 10 ans plus tard. Et donc, si vous voulez, la réalité des sondages, c'est une chose, ça enregistre des dynamiques. Moi, ce que je note surtout, c'est que la dynamique sondagière en faveur des Républicains tendancière est bonne, et que depuis qu'on a sorti nos 3 chefs de file, François-Xavier Bellamy, Agnès Evren et Arnaud Danjean, et les 26 premiers noms de notre liste aux élections européennes, on gagne sondage après sondage, 1 point, 1 demi-point, et que si vous prenez les courbes, on est en train de grappiller petit à petit. Et je vous rappelle une dernière chose, c'est que les élections européennes sont toujours cristallisées dans les 2 à 3 semaines avant le scrutin. C'est une élection extrêmement particulière, et ce que je note surtout, c'est qu'aujourd'hui on est la seule formation politique à avoir nos têtes de liste, nos candidats en position éligible qui ont été présentés, contrairement à La République En Marche qui nous fait des grandes leçons sur l'Europe mais qui est même pas fichu d'avoir un projet, une tête de liste et une liste. Après, La République En Marche a quand même dragué, si je puis me permettre l'expression, pas mal de vos poids lourds quand même. On a notamment Alain Juppé qui apprenait le grand rassemblement. De nos poids lourds en retraite. En retraite. Pour vous, par exemple, Jean-Pierre Raffarin, qui dernièrement a dit qu'il allait soutenir La République En Marche. Pour vous, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui ça a été une bonne décision de la part de Jean-Pierre Raffarin? Est-ce que aussi ça veut pas signifier quand même qu'il y a un peu que ça se dilue à droite et que ça a tendance à aller vers le centre? Écoutez, je vois pas en quoi ça se dilue. Jean-Pierre Raffarin, c'est quoi son explication pour partir des Républicains et soutenir La République En Marche? Son explication, ça a été de dire je crois pas dans le projet des Républicains, je crois dans le projet européen de La République En Marche. La République En Marche n'a même pas présenté son projet. C'est-à-dire que la réalité, c'est que Jean-Pierre Raffarin... Mais c'est peut-être parce qu'il ne croit pas au projet des Républicains. Regardez, Jean-Pierre Raffarin, depuis plus de 6 mois, il fait des réunions à Matignon et à l'Elysée avec le Premier ministre, avec François Bayrou, avec Stanislas Guérini, le président ou le directeur général d'En Marche, et avec les conseillers du président de la République. Excusez-moi, mais quelqu'un qui va faire une campagne, qui prépare une campagne politique à l'Elysée, il n'est pas dans l'opposition, il est dans la majorité. Donc il fait partie des Républicains aujourd'hui. Ah bah non, mais c'est pour ça que Laurent Wauquiez a été extrêmement clair et lui a dit de clarifier sa position devant le bureau politique. Il a d'ailleurs refusé, Jean-Pierre Raffarin. C'est pas qu'il a refusé, c'est qu'il a bien vu que c'est plus tenable, cette position d'entre-deux, où Jean-Pierre Raffarin venait s'exprimer au nom des Républicains dans les médias pour au final ne pas arrêter de nous tailler des croupières et nous taper dessus. Parce que lui, il confirme qu'il fait toujours partie des Républicains et c'est une provocation de la part de Laurent Wauquiez. Mais non, mais moi je peux vous dire de façon extrêmement claire que Jean-Pierre Raffarin aujourd'hui ne fait plus partie des Républicains parce qu'il a décidé de soutenir une autre liste et que toute personne qui soutient une autre liste, par exemple Monsieur Mariani qui a décidé de rejoindre le Rassemblement National, ne fait plus partie des Républicains parce que ce sont des personnes qui très clairement se sont mis en marge de notre mouvement. Et je vais être extrêmement clair et serein. Nous sommes en train à droite
de fonder une nouvelle droite, comme ça se passe partout en Europe dans les partis membres du PPE, les partis Mais conservateurs pourtant, de droite. le programme de Laurent Wauquiez est quand même critiqué, notamment par Jean-François Copé, qui a dit que la tribune d'Emmanuel Macron aurait dû être rédigée par sa famille politique. Mais la question de la tribune d'Emmanuel Macron, c'est pas ce qu'il a écrit, c'est ce qu'il fait. Quand Emmanuel Macron dit « je veux », lui il parlait du contenu c'est bien ce que je vous dis. Radio Classique. Quand Emmanuel Macron écrit dans sa tribune qu'il veut un droit d'asile européen, c'est très bien, on est tous d'accord pour ça. Mais pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron ne fait pas déjà ce qu'il propose en France ? Quand Emmanuel Macron continue d'augmenter les possibilités du regroupement familial, quand il continue d'examiner les demandes d'asile des personnes qui ont déjà été déboutées en Allemagne, qui ont déjà été déboutées en Suède, dans tous les autres pays européens, on se retrouve dans une situation où en fait Emmanuel Macron est totalement en décalage entre ce qu'il écrit, qui pourrait en effet être écrit par quelqu'un de droite dans cette tribune, sur certains aspects, pas sur tous, mais qui en réalité au niveau de ses actes est totalement à l'envers de ce qu'il a écrit. Merci Pierre-Henri Dumont, merci Hugo Franceschi. Fréquence ESJ. On reste en France après un samedi décevant. Le mouvement des Gilets jaunes tente aujourd'hui de se réinventer et on en parle avec vous, toujours Pierre-Henri Dumont et avec Yanis Darras. Oui, et est-ce que ce mouvement des Gilets jaunes, il a encore raison d'exister aujourd'hui ? Toutes les personnes qui ont envie de manifester en France peuvent le faire et doivent le faire. Simplement, ils doivent le faire dans un certain cadre. Et ce cadre, c'est de déclarer les manifestations dans les préfectures. Après 4 mois, après 17 actes aujourd'hui, est-ce que le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui, il est à bout de souffle et surtout, est-ce qu'il doit se poursuivre ? C'est pas à moi de dire s'il doit se poursuivre. Si des gens ont envie de manifester pour exprimer un mécontentement, des revendications sociales ou sociétales, c'est leur droit, c'est garanti par la Constitution. Mais le mouvement même des Gilets jaunes tel qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'effectivement on n'est pas sur un mouvement à bout de souffle dans ce mouvement, dans la forme telle qu'il est aujourd'hui ? Les chiffres prouvent que semaine après semaine, il va en décroissant et que aussi il y a une vraie différence entre les revendications des Gilets jaunes le 17 novembre, moi j'ai fait le tour de mes ronds-points à Calais, dans le Calaisis, et les revendications aujourd'hui. Moi je peux vous garantir que le 17 novembre, les personnes parlaient que de pouvoir d'achat. C'était principalement en fait, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que les revendications ont trop changé par rapport au 17 novembre. C'est que c'est devenu aussi un fourre-tout où il y a des formations politiques qui ont mis leur agenda personnalisé. Le 17 novembre, moi j'ai jamais personne qui m'a parlé du RIC. Par contre, il y a un parti politique qui s'appelle la France Insoumise, ou un mouvement politique qui s'appelle la France Insoumise, qui a ce programme du RIC depuis de très nombreuses années dans son corpus idéologique et qui l'a instillé au sein des Gilets jaunes. D'autres mouvements, que ce soit le Rassemblement national, Debout la France, ont essayé de récupérer le mouvement, et on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui reste, ce sont malheureusement des personnes qui sont politisés ou qui sont récupérés par des partis politiques. Donc aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes, cet acte 17, il ne représente plus les Gilets jaunes du 17 novembre dernier. Clairement pas. Le 17 novembre, c'est vraiment des questions de pouvoir d'achat. C'était des personnes qui, pour la plupart, travaillaient, des personnes qui étaient sur du temps partiel subi, par exemple, et des personnes qui disaient, attendez, c'est quand même hallucinant. Je travaille, je me lève les matins tôt, je mets mes enfants à l'école, je respecte l'ensemble des lois de ce pays, et j'arrive pas à vivre dignement de mon salaire. C'est ça en fait le cœur des revendications des Gilets jaunes. Et c'est aussi toute la question derrière de la question de l'assistanat. Est-ce qu'une personne qui travaille doit avoir et s'en sortir moins bien qu'une personne qui ne travaille pas ? Et c'est tout le débat que nous on porte à l'Assemblée nationale depuis très nombreuses années. Ce sont des débats justement qui ont eu lieu aussi pendant les réunions du grand débat national, et pourtant les chiffres sont plutôt décevants. Et est-ce qu'aujourd'hui en fait il y a juste un désintérêt total de la part des Français ? C'est une fois plus, si vous prenez les sorties des garants du débat, qui sont les personnalités neutres qui avaient été choisies, par exemple Pascal Perrineau, il explique que le gouvernement a eu la main mise sur le débat et qu'il a lui aussi poussé son agenda politique. Quand le gouvernement pousse dans les débats la question... Pourtant les Gilets jaunes aussi ont créé une plateforme qui s'appelle Le Vrai Débat et qui n'a pas de très bons chiffres non plus. Mais parce que vous pouvez difficilement lutter avec quelque chose qui est mis en place par les préfectures, maillé par les représentants de l'État sur le terrain, avec les vraies incitations, et puis avec ce matraquage télévisuel digne de l'ORTF. Enfin, vous imaginez que jamais on a vu ça, toutes les chaînes d'infos en continu qui tous les 3 jours ou tous les 2 jours diffusent Emmanuel Macron pendant 5 heures consécutives en débat, même pas en débat, c'est en monologue ou en quasi-monologue, en pleine campagne électorale. Ça s'est jamais vu. Si Nicolas Sarkozy avait fait la moitié du quart du début du commencement de ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire, on aurait crié à la dictature. Pourquoi aujourd'hui vous criez à la dictature ? Je dis juste qu'il y a un problème au niveau de l'utilisation de ce grand débat, du détournement de ce grand débat qui a été fait par la majorité, et que la majorité s'en sert très clairement comme étant un moyen de faire campagne aux élections européennes. En fait, pour vous, le grand débat, c'est un échec avant tout. Écoutez, la preuve, c'est qu'il y a eu certes 1 million de contributions sur la plateforme, mais qu'elles viennent de 300 000 personnes.
Et que quand il y a 300 000 personnes sur 66 millions de Français qui décident d'envoyer une contribution au grand débat, c'est quand même pas BZF. C'est autant que les Gilets jaunes, finalement, lors du premier rassemblement, ils étaient 282 000. Oui, mais c'est différent. Envoyer quelque chose sur Internet, une contribution où aller écrire en mairie un petit bout sur un cahier de doléances, c'est une démarche qui est quand même moins importante en termes de temps, en termes de prise sur soi, que d'aller manifester, Pourtant, enfiler un gilet jaune sur un participent rond-point. à la vie démocratique de leur pays. Je dis pas qu'ils ne participent pas, je dis juste qu'il faut relativiser le succès présenté comme tel par la majorité du grand débat. La réalité, il y a eu un débat qui a eu lieu dans ma circonscription, il y a eu 3 personnes qui ont participé à ce grand débat, malgré le tapage qui a été fait. Donc pour vous, c'est vraiment un échec aujourd'hui. C'est un échec. Pour moi, et les Français doivent continuer à manifester ou pas ? C'est toujours intéressant d'avoir demandé l'avis des gens, mais il faut relativiser le succès qui nous est présenté comme étant interplanétaire à tel point qu'il faut le diffuser à tous les pays d'Europe et présenter à tous les pays d'Europe notre façon de faire de la politique. Je pense qu'il faut raison garder, remettre un peu tout le monde les pieds sur terre. Et est-ce que les Gilets jaunes ont envie de continuer et doivent continuer à manifester ? Est-ce que les Français doivent le faire ? C'est une fois plus à eux de décider. Mais moi j'appelle, et c'est ce que j'ai dit dans ma circonscription aux Gilets jaunes que j'ai rencontrés pas plus tard que vendredi dernier, faites-le dans un cadre légal qui est celui de déposer les demandes d'autorisation de manifestation en sous-préfecture et en préfecture afin de ne pas avoir de problème et de pouvoir aussi sortir les casseurs s'il y en a. Merci Pierre-Henri Dumont, merci Yanis Darras. Fréquence ESJ. Fréquence ESJ, 20h47. Dans quelques instants, nous attaquerons la dernière partie de 20h l'invité, toujours avec Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains de la 7e circonscription du Pas-de-Calais. Nous parlerons de la question du rapatriement des djihadistes français avec Yanis Darras. Et nous terminerons l'émission comme chaque mardi avec l'agenda de la semaine dressé par Bastien Cochet. Tout ça, c'est dans quelques instants, juste après Imagine Dragons et Zero. Fréquence ESJ. Dernière partie de 20h l'invité, toujours avec Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains de la 7e circonscription du Pas-de-Calais. Dans quelques instants, nous terminerons l'émission avec l'agenda de la semaine dressé par Bastien Cochet. Mais tout de suite, on revient sur la question du rapatriement des djihadistes français, alors que le 11 mars devrait lui devenir une journée en mémoire des victimes du terrorisme. On parle de tout ça avec vous, Pierre-Henri Dumont, et avec Yanis Darras. Oui, et forcément la question qui est sur toutes les lèvres, pourquoi c'est un sujet aussi épineux en France aujourd'hui ? Parce qu'on ne sait pas déradicaliser. Aujourd'hui, on a des personnes qui sont allées en Syrie, en Irak, combattre les valeurs de la France, qui ont brûlé leur passeport, brûlé leur carte d'identité, qui ont prêté allégeance à un soi-disant État. Donc pour vous, ils ne sont plus français ? Pour moi, ils ne sont pas français, ils sont clairement pas français. Et là où ils doivent être jugés, c'est là où ils ont commis leurs crimes et leurs actes. C'est-à-dire qu'ils doivent être jugés et condamnés en Syrie et en Irak. C'est un peu plus simple de le faire en Irak parce que nous reconnaissons leur juridiction qu'en Syrie, mais c'est déjà ce qu'on a commencé à faire, bien sûr. Et donc les Républicains, je le répète, sont totalement opposés à tout rapatriement de djihadistes même français. Même s'ils sont condamnés à la peine de mort ? Évidemment. S'ils sont condamnés à la peine de mort, ils doivent rester dans les couloirs de la mort. C'est contraire à notre constitution, par exemple. Vous savez combien il y a de Français qui sont aujourd'hui dans les couloirs de la mort dans le monde ? Il y en a 7. Ils sont pas condamnés pour terrorisme, ils sont condamnés généralement pour trafic de drogue. Est-ce que la France va les chercher ? Non. Donc on doit les abandonner à leur sort là-bas. Non, mais à un moment donné, il faut que le gouvernement soit fidèle à ce qu'il fait et mettre en corrélation ses principes avec ses actes. Il ne va pas chercher les Français condamnés à mort pour trafic de drogue à l'étranger. On ne doit pas aller chercher les djihadistes. Moi, je préfère, si on doit rapatrier quelqu'un... Pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un peu de privilège accordé à nos djihadistes français ? Non, je dis pas ça. S'ils sont condamnés à mort, justement, en Irak, par exemple ? Le gouvernement a en effet annoncé vouloir peut-être les ramener en France. Je vous redis très clairement notre position, c'est que jamais les djihadistes français qui ont combattu la France, ses valeurs, et qui ont commandité des attentats en France, qui ont fait des centaines de morts, principalement de notre génération, doivent un jour remettre le pied en France. Est-ce que c'est un affront pour vous aujourd'hui que le gouvernement puisse envisager de les ramener en France, justement ? C'est un affront, c'est purement scandaleux, c'est profondément irrationnel. Aujourd'hui, on ne sait pas, une fois plus, déradicaliser. La semaine dernière, on a quand même un détenu radicalisé qui a pris en otage des surveillants d'une prison, une des prisons les plus surveillées de France, et qui les a blessés gravement. Enfin, une fois, on ne sait pas déradicaliser. Voilà, c'est ça la réalité. Si on ne sait pas déradicaliser, c'est pour ça qu'aussi on ne peut pas ramener les enfants ici en France. Les enfants, c'est un autre sujet qui je pense qu'il faut, bien sûr, il faut sortir de l'angélisme en disant que les hommes sont des grands méchants et que les femmes et les enfants étaient les gentils qui ont été sur place et qui ont peur rapatrier. Les femmes,
pour certaines femmes, Emily Koenig par exemple, ce sont des djihadistes convaincus et qui ont même un enfant de 5 ans, c'est un djihadiste convaincu. Je dis pas que c'est un djihadiste combattu, je dis juste qu'il a vécu des traumatismes qu'on peut pas s'imaginer ici. Quand on a 7 ans et qu'on joue au foot avec une tête décapitée, parce que c'est ce qui s'est passé dans certains cas, c'est assez compliqué de récupérer l'enfant et de le mettre en famille d'accueil sans que la famille d'accueil pense à juste titre que le gamin peut venir l'égorger durant la nuit. C'est ce que moi m'ont dit des familles d'accueil du Pas-de-Calais. Nous, on veut bien accueillir des enfants de la DAS, il n'y a pas de problème, mais on veut pas d'enfants de djihadistes parce qu'on ne sait pas faire. Donc, quelle est la solution ? Déjà, à 7 ans, on ne peut pas les récupérer. Non, ce que je vous dis, c'est que, évidemment, il faudra les récupérer d'une façon ou d'une autre, mais qu'on pourra difficilement les laisser à la charge de leur famille, comme on prend... Pourtant, aujourd'hui, il y a des dizaines de familles qui demandent à les rapatrier en France. Et on va les rapatrier, mais qu'il faudra imaginer des solutions pour psychologiquement les suivre, avoir un vrai suivi. Est-ce que ça doit passer par des sortes de maisons où il y a des éducateurs, où il y a des personnels qui seront mis à disposition pour pouvoir vraiment les suivre de A à Z ? Moi, je pense sincèrement qu'il faudra, si on les rapatrie, évidemment que les mineurs et les enfants, il faudra les rapatrier, mais une fois plus avec ses conséquences psychologiques extrêmement lourdes dans leur construction d'hommes ou de femmes plus tard, d'adolescents, de jeunes adultes et d'adultes ensuite. Il faudra, à mon sens, les retirer à leur famille, comme on retire à leur famille des enfants qui sont dont les parents ou les grands-parents sont des dérives sectaires, comme les parents ou les grands-parents sont dans des questions de pédophilie. Donc la ligne à suivre, c'est de ne pas abandonner ces enfants en Irak et en Syrie. C'est de ne pas abandonner les enfants, évidemment, et de faire en sorte de pouvoir les suivre en France et d'imaginer, parce qu'aujourd'hui on n'a pas encore imaginé le process pour les suivre et faire en sorte qu'ils puissent également se construire en tant qu'hommes et de femmes malgré ce qu'ils ont vécu, qui sont des choses dont personne ne peut s'imaginer la violence aujourd'hui ici en France. Merci Pierre-Henri Dumont, merci Anis Darras. Fréquence ESJ. Fréquence ESJ 20h55, c'est bientôt la fin de 20h l'invité avec Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains de la 7e circonscription du Pas-de-Calais. Mais avant ça, c'est l'agenda politique de la semaine dressé par Bastien Cochet. Bonsoir Bastien. Rebonsoir, donc la semaine sera sous le signe de l'environnement puisque demain Emmanuel Macron sera au Kenya où il coprésidera avec son homologue kenyan Uhuru Kenyatta la première édition en Afrique du sommet sur l'environnement One Planet. Jeudi, toujours à l'environnement, les 4 ONG qui avaient lancé l'affaire du siècle déposeront leur recours contre l'État pour une action climatique. Elles estiment justement qu'Emmanuel Macron et l'État ne prennent pas les mesures nécessaires pour lutter contre le réchauffement. Les jours suivants, plusieurs mobilisations pour le climat sont organisées, notamment par et pour les jeunes, pour créer un printemps climatique. Et justement, vendredi, ce sera le jour de la grève mondiale des jeunes pour le climat lancée par Greta Thunberg, la militante écologiste suédoise de 16 ans. Pour contrer cette initiative, Jean-Michel Blanquer a annoncé l'organisation de débats sur le climat dans tous les lycées ce même vendredi, donc de 16h à 18h. Pierre-Henri Dumont, tout le monde a l'air de vouloir agir pour le climat, mais personne ne se coordonne. Dans quel camp vous placez-vous ? Je pense qu'il y a une écologie à inventer, qui est une écologie qui ne doit pas être punitive, qui permet de montrer qu'on peut agir chacun à notre échelle pour la planète. Et quand on parle d'Europe, tout à l'heure on parlait de la question européenne, c'est aussi faire en sorte qu'on protège nos marchés et qu'on mette des normes environnementales extrêmement contraignantes. On ne peut pas continuer à importer et à laisser penser aux Chinois par exemple, aux Russes, aux Indiens ou aux Brésiliens, qui peuvent déverser sur notre marché européen des produits qui ne respectent aucune norme environnementale, alors que nous on se contraint, et donc il faut mettre des barrières à l'entrée de l'Union européenne pour contraindre les pays autres que les pays membres de l'Union européenne à respecter ces contraintes extrêmement importantes que nous nous mettons, mais c'est des contraintes qui sont absolument nécessaires aujourd'hui. Et pour vous, l'Europe en fait déjà assez, elle n'a pas besoin d'aller plus loin ? Écoutez, moi j'espère que chaque pays dans le monde tiendra les engagements qui ont été pris par les chefs d'État lors de la COP 21 à Paris. Allez-y. Et si ça ne passe pas par la bonne volonté des États, comme c'est le cas avec les États-Unis qui sont tirés de l'accord, il faut que ça passe par d'autres actions qui sont des actions économiques. Mais vous trouvez que c'est normal que ce soit des adolescents qui doivent se mobiliser ? Oui. C'est pas un aveu d'échec pour les politiques ? Non mais attendez, on n'a pas attendu qu'une adolescente suédoise décide de manifester. Oui mais le mouvement vient plutôt des jeunes là. Mais attendez, on est tous d'accord pour dire qu'il y a un réchauffement climatique. On est tous d'accord pour trouver les solutions pour lutter contre, et qu'à un moment donné il faut aussi se rendre compte que des décisions qui sont prises par le gouvernement actuellement, comme la suppression et la fermeture de plusieurs réacteurs nucléaires, ça n'a pas forcément en faveur d'une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Mais pourquoi les classes politiques n'ont rien fait plus tôt ? Mais attendez, j'entends ce que vous dites, mais
on n'est pas dans une logique de blâmer les choses qui ont été faites hier. J'ai 30 ans, enfin 31 maintenant. J'ai pas commencé à blâmer les générations passées. Ce qu'il faut, c'est trouver les solutions ensemble pour réagir, et une fois plus, on est tous d'accord sur l'échiquier politique français pour trouver les solutions et faire en sorte de les appliquer. Simplement, aujourd'hui, la question, je vous le répète, du réchauffement climatique dans le monde ne se pose pas en Europe où on tient bon gré mal gré nos engagements, mais se tient surtout avec des pays qui ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris à Paris et qui ne font rien pour les respecter. Et c'est ces pays-là qu'il faut aussi mettre en ordre de bataille pour respecter les barrières qui ont été signées et qui ont été fixées lors de la COP21. Merci Bastien Cochet, merci Pierre-Henri Dumont. Fréquence ESJ. Fréquence ESJ, il est quasiment 21h, c'est la fin de 20h l'invité. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir été avec nous pendant une heure. Merci à vous Pierre-Henri Dumont d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes député Les Républicains de la 7e circonscription du Pas-de-Calais. Vous pourrez retrouver très prochainement un article résumé de cette émission sur le site fréquenceesj.com et la vidéo de l'interview sur la chaîne YouTube de Fréquence ESJ. Merci également à toute l'équipe d'avoir été avec moi ce soir. Bastien Cochet, Yanis Darras, Hugo Franceschi, Camille Garcette, Dimitri Hainaut également d'avoir été avec moi toute cette soirée. On se retrouve nous demain, prochain rendez-vous de Fréquence ESJ à 7h, l'actuel, Inès Populaire et Jérémy Garlot et toute son équipe vous réveillent de 7h à 9h. Et demain soir à partir de 20h, Storytelling, le rendez-vous culturel de la rédaction. Lucas Pierre reçoit MJ, gagnante de la 11e édition de la Nouvelle Star en 2015. D'ici là, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de 20h. Bonne soirée à tous. Fréquence ESJ.